Le cadre sectaire et les faits décrits par les enfants sont-ils donc crédibles ou inimaginables, comme l'a écrit la juge d'instruction? Nous avons posé la question à Paul Ariès, sociologue spécialiste des sectes et de la maltraitance des enfants, qui a mené des études pour le ministère de la Santé. Nous lui avons soumis l'ensemble des déclarations de Pierre et Marie. Ils faisaient des prières, ils disaient qu'ils étaient des pures femmes. En fait, ils disaient qu'un jour, il y avait la planète, tous les gens de cette planète, ils étaient éparpillés sur la Terre. Et maintenant, il fallait qu'ils les rassemblent, le peuple. En fait, il y avait une espèce de dieu, un messager des dieux, il s'appelait, qui venait leur dire qu'il fallait bientôt partir sur leur planète, ou un truc comme ça. C'est débile, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui nous est raconté ici est complètement inimaginable. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas l'imaginer, un enfant ne peut pas l'inventer. Premier élément, c'est ces éléments, on pourrait dire, de doctrine. C'est-à-dire que nous faisons partie, si on se situe du point de vue effectivement des adeptes de ce groupe, nous faisons partie d'une élite. Nous faisons partie d'une élite qui provient d'une autre planète et qui est pour l'instant sur Terre et qui sera bientôt appelée effectivement à partir. Ça fait partie, globalement, j'allais dire, du fond commun de toutes sortes de réseaux aujourd'hui. La nécessité également, finalement, de tuer quelqu'un pour le sauver, ou pour sauver, effectivement, l'humanité. Également, toutes sortes de rites où on nous parle à un moment donné, on nous dit, ces hommes, ce sont des pures femmes. Alors ça, c'est quelque chose que l'on trouve relativement fréquemment dans la littérature. La femme, c'est celle qui féconde. Ce qu'il faut faire ici, c'est arriver, effectivement, à féconder ce qu'on appelle l'humunculus, c'est-à-dire le surhomme. Il me semble qu'on se trouve ici, au croisement, finalement, entre deux types de réseaux. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, des réseaux soucoupistes, et puis d'un autre côté, des réseaux de magie sexuelle. Et on sait que ces connexions s'établissent de plus en plus. Il y avait des gens qui avaient des espèces, enfin pas des masques de plongée, mais des espèces de lunettes avec un truc sur la bouche, enfin habillés comme avec des blouses. Et il y avait une table avec dessus des mains découpées d'enfants, une tête d'enfant, et puis des espèces de... Enfin, je sais pas si c'était des boyaux, des espèces de trucs comme ça. Et ils mettaient ces choses, enfin ces mains et tout ça, dans des bocaux. Ces mains coupées dans des bocaux, c'est quelque chose qui existe. Et qu'est-ce que ça représente, les mains coupées dans les bocaux? Alors là encore, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est-à-dire que l'on peut avoir tout simplement des pratiques de type de cannibalisme. L'objectif étant d'arriver effectivement à augmenter sa propre puissance, à apprendre aussi, j'allais dire, à souffrir, apprendre à faire souffrir pour devenir plus puissant. Ça te semblait, sur cette table, être des vraies mains d'enfant? Ah oui, il y avait du sang et tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Moi, j'avais très peur. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je me disais qu'on était les prochains qu'ils allaient tuer. La seule difficulté ensuite, c'est de savoir finalement, lorsque ces enfants nous racontent ces monstruosités, est-ce qu'ils racontent des faits qu'ils ont véritablement vécus ou est-ce qu'ils racontent les hallucinations qu'on leur a fait vivre? On utilise sans aucun doute un certain nombre de drogues pour effectivement soit provoquer des amnésies artificielles, soit au contraire pour produire des hallucinations. Donc tout le discours des enfants, j'allais dire, est un discours crédible, me semble-t-il, mais c'est un discours qui doit être déconstruit. C'est-à-dire que toute une partie de ce que les enfants nous racontent renvoie peut-être à des hallucinations volontaires. L'objectif étant notamment de les terrifier, pour les empêcher effectivement de parler. Pour la défense, c'est-à-dire pour maître Smadja Epstein, l'avocate du père de Pierre et Marie, il ne s'agit pas d'hallucination, mais simplement de l'imagination des enfants. Véritablement, personne n'a cru à l'histoire de ces enfants, et en fait, on ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas y croire pourquoi? D'abord parce qu'ils ont, dans un premier temps, dit simplement qu'il était violent, et pas du tout qu'il avait commis des violences sexuelles. Ensuite, les violences sexuelles, petit à petit, se sont aggravées. Au point qu'un jour, et c'est comme ça que l'affaire a démarré, ils ont indiqué que leur père faisait partie d'une secte. Et que cette secte, il y avait des hommes et des femmes partout, dans un hôtel, où il y avait des statues, où on voyait des têtes coupées ou des mains coupées d'enfants, où il y avait des enfants nus qui couraient dans une pièce, tout ce qui est bande dessinée. À tel point que personne n'y a cru.
On a retrouvé des bandes dessinées exactement dans le même style que les paroles des enfants. Les Tintins, La Griffe Noire, où il y a des scènes assez violentes, Les Cigares du Pharaon, où il y a aussi des scènes assez violentes. Ils ont, à la base, été, semble-t-il, influencés, même inconsciemment, par un récit de la mer ou de... Et ensuite, ils ont puisé dans les bandes dessinées, dans la télévision, tout Dans Tintin. Non, des Tintins, dans le Lotus Bleu, dans certaines... dans La Griffe Noire, on a retrouvé des scènes de secte, puisque c'est surtout la secte. Regardez, en particulier, il parlait de gens drapés, les enfants parlaient de gens drapés, avec des phrases qu'on retrouve. Et ça, c'est le père qui a retrouvé les lectures qu'avaient pu avoir ses enfants. Il connaissait les Ah albums. bah oui, vous savez, c'est des lectures d'enfants tout à fait banales. Le père des enfants a refusé une interview filmée. Plusieurs choses. Nous avons appelé vos enfants Pierre et Marie. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocate. C'est enregistré, c'est pour ça que c'est embêtant. Bon, alors d'autre part, essayez de ne pas faire de psychologie. Vous mettez au haut-parleur. Vous avez été accusé par vos enfants de faits incestueux dans un cadre sectaire. Qu'en dites-vous? Bah rien, moi j'ai dit ce que j'avais à dire au niveau de la justice, bien entendu. Alors, le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels. Je pense que nous avons tous un imaginaire, Zorro, les fées, les machins, les trucs. Enfin, je crois que l'imagination aide beaucoup, l'imaginaire, la lecture, ces choses-là. Nous avons tous cet imaginaire, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce qu'une enfant peut être confrontée à tel imaginaire dans les livres? Est-ce qu'une enfant lit des choses de ce type? Bah, rappelez-vous votre enfance. Oui, et puis j'ai parlé des bandes dessinées que... Rappelez-vous votre enfance. Chaque enfant a un imaginaire. Voilà comment je vois les choses. La petite, en fait, parlait de choses mais absolument incroyables. Je me rappelle pas de tout, mais de choses absolument incroyables. Bon, je crois qu'on était en pleine affaire du trou, et alors on s'est retrouvé, vous imaginez, bon voilà, c'est l'affaire du trou à peu près, avec une sorte de choses, mais absolument incroyable, avec en fait des évocations très claires, enfin d'ailleurs pas très claires, d'actes sexuels d'ordre, je crois, de sodomie, de fellation, de choses comme ça. Dans cette affaire, comment pensez-vous que Marie puis Pierre aient été amenés à faire de telles déclarations? Je crois que quand il y a un divorce, il y a encore une fois une perte de repère au niveau des enfants, au niveau des parents également, enfin du couple, vais-je dire. La période où les parents normalement seraient censés reconstruire quelque chose également. Bon, ensuite viennent se greffer, ça j'en suis absolument certain, toute la perversité due à, comment dire, parce que, bon, tous les problèmes de couple ou les problèmes non résolus, on va dire, de couple du De l'imagination des enfants. Véritablement, personne n'a cru à l'histoire de ces enfants, et en fait, on ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas y croire pourquoi? D'abord parce qu'ils ont, dans un premier temps, dit simplement qu'il était violent, et pas du tout qu'il avait commis des violences sexuelles. Ensuite, les violences sexuelles, petit à petit, se sont aggravées, au point qu'un jour, et c'est comme ça que l'affaire a démarré, ils ont indiqué que leur père faisait partie d'une secte, et que cette secte, il y avait des hommes et des femmes partout, dans un hôtel, où il y avait des statues, où on voyait des têtes coupées ou des mains coupées d'enfants, où il y avait des enfants nus qui couraient dans une pièce, tout ce qui est bande dessinée. À tel point que personne n'y a cru. On a retrouvé des bandes dessinées exactement dans le même style que les paroles des enfants. Les Tintins, La Griffe Noire, où il y a des scènes assez violentes, Les Cigares du Pharaon, où il y a aussi des scènes assez violentes. Ils ont, à la base, été, semble-t-il, influencés, même inconsciemment, par un récit de la mer ou de... Et ensuite, ils ont puisé dans les bandes dessinées, dans la télévision, tout Dans Tintin. Non, des Tintins, dans le Lotus Bleu, dans certaines... dans La Griffe Noire,
on a retrouvé des scènes de secte, puisque c'est surtout la secte. Regardez, en particulier, il parlait de gens drapés, les enfants parlaient de gens drapés, avec des phrases qu'on retrouve. Et ça, c'est le père qui a retrouvé les lectures qu'avaient pu avoir ses enfants. Il y connaissait les animaux. Ah bah oui, vous savez, c'est des lectures d'enfants tout à fait banales. Le père des enfants a refusé une interview filmée. Plusieurs choses. Nous avons appelé vos enfants Pierre et Marie. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocate. C'est enregistré, c'est pour ça que c'est embêtant. Bon, alors d'autre part, essayez de ne pas faire de psychologie. Je vous mets sur haut-parleur. Vous avez été accusé par vos enfants de faits incestueux dans un cadre sectaire. Qu'en dites-vous? Pas rien. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire au niveau de la justice, bien entendu. Alors, le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels. Je pense que nous avons tous un imaginaire, Zorro, les fées, les machins, les trucs. Enfin, je crois que l'imaginaire de la télévision aide beaucoup, l'imaginaire de la lecture, ces choses-là. Nous avons tous cet imaginaire, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce qu'une enfant peut être confrontée à un tel imaginaire dans les livres? Est-ce qu'une enfant lit Effectivement, des réseaux soucoupistes, et puis d'un autre côté, des réseaux de magie sexuelle. Et on sait que ces connexions s'établissent de plus en plus. Il y avait des gens qui avaient des espèces, enfin pas des masques de plongée, mais des espèces de lunettes avec un truc sur la bouche, enfin habillés comme avec des blouses. Et il y avait une table avec dessus des mains découpées d'enfants, une tête d'enfant, et puis des espèces de... Enfin, je sais pas si c'était des boyaux, des espèces de trucs comme ça. Et ils mettaient ces choses, enfin ces mains et tout ça, dans des bocaux. Ces mains coupées dans des bocaux, c'est quelque chose qui existe. Et qu'est-ce que ça représente, les mains coupées dans les bocaux? Alors là encore, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est-à-dire que l'on peut avoir tout simplement des pratiques de type de cannibalisme. L'objectif étant d'arriver effectivement à augmenter sa propre puissance, à apprendre aussi, j'allais dire, à souffrir, apprendre à faire souffrir pour devenir plus puissant. Ça te semblait, sur cette table, être des vraies mains d'enfant? Ah oui, il y avait du sang et tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Moi, j'avais très peur. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je me disais qu'on était les prochains qu'ils allaient tuer. La seule difficulté ensuite, c'est de savoir finalement, lorsque ces enfants nous racontent ces monstruosités, est-ce qu'ils racontent des faits qu'ils ont véritablement vécus ou est-ce qu'ils racontent les hallucinations qu'on leur a fait vivre? On utilise sans aucun doute un certain nombre de drogues pour effectivement soit provoquer des amnésies artificielles, soit au contraire pour produire des hallucinations. Donc tout le discours des enfants, j'allais dire, est un discours crédible, me semble-t-il, mais c'est un discours qui doit être déconstruit. C'est-à-dire que toute une partie de ce que les enfants nous racontent renvoie peut-être à des hallucinations volontaires. L'objectif étant notamment de les terrifier, pour les empêcher effectivement de parler. Pour la défense, c'est-à-dire pour Maître Smadja Epstein, l'avocate du père de Pierre et Marie, il ne s'agit pas d'hallucination, mais simplement de l'imagination des enfants. Véritablement, personne n'a cru à l'histoire de ces enfants, et en fait, on ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas y croire pourquoi? D'abord parce qu'ils ont, dans un premier temps, dit simplement qu'il était violent, et pas du tout qu'il avait commis des violences sexuelles. Ensuite, les violences sexuelles, petit à petit, se sont aggravées. Au point qu'un jour, et c'est comme ça que l'affaire a démarré, ils ont indiqué que leur père faisait partie d'une secte. Et que cette secte, il y avait des hommes et des femmes partout, dans un hôtel, où il y avait des statues, où on voyait des têtes coupées ou des mains coupées d'enfants.